Sur le product management, aujourd'hui, on accueille Emmanuel pour nous parler de la data et de comment elle a mis en place certains principes. Finalement, elle a défini certains principes qui l'aident à maximiser son impact aujourd'hui grâce à la data et surtout à ne pas commettre certaines erreurs assez classiques. Pour vous donner un peu plus de contexte, Emmanuel, elle a été software engineer chez Sopra Steria, euh, puis product manager chez InNews pendant 3 ans. Elle a ensuite rejoint Scaleway en tant que lead PM pendant 4 ans et enfin elle a monté sa boîte Tada depuis 5 mois dont elle vous parlera. Comme je vous le disais, le sujet du jour, c'est 10 principes data pour un product management à impact. Le data, on le sait, c'est une boussole pour tous les PM. Malheureusement, quand c'est mal utilisé ou quand on n'a pas la bonne donnée, ça peut aboutir à des résultats assez catastrophiques. Et voilà, c'est un petit peu les problèmes de fond dont on va parler aujourd'hui, le manque de collaboration interfonctionnelle qui peut aboutir avec de la mauvaise data, la communication inefficace, la pression du temps, la gestion de produits mal définis. Euh, je vais rapidement repasser aussi sur notre petite présentation de TPC pour ceux qui ne nous connaîtraient pas. Aujourd'hui, TPC, c'est la plus grande communauté tech et produits en France. Notre mission, c'est d'aider les talents de la tech à progresser, libérer leur potentiel et trouver le job qui leur correspond vraiment. En parallèle de ça, d'aider les entreprises à recruter les talents qui impacteront leur organisation. Je vous invite aussi pendant le chat, n'hésitez pas à nous dire d'où vous venez, qu'est-ce que vous faites dans la vie, dans quelle boîte, ça nous intéresse. Pour rappel, on prendra un maximum de questions à la fin. Tac, je reprends ma petite presse. TPC aujourd'hui, vous pouvez devenir membre, c'est entièrement gratuit. Vous n'êtes pas obligé de participer à nos sessions de recrutement. En devenant membre, vous accédez à tous nos contenus, donc nos événements physiques, nos masterclass, nos ressources Notion. Et si vous le souhaitez, vous pouvez également être candidat avec nous, mais ce n'est pas du tout obligatoire. Enfin, depuis maintenant 3 ans d'existence, on a bossé avec plus de 800 boîtes tech. Vous pouvez voir certains de nos partenaires affichés sur votre écran. En moyenne, il faut 72 heures pour qu'on envoie une vingtaine de profils qualifiés et on prend à peu près entre 20 et 30 jours pour un recrutement. Oui. Je vous mets des petits QR codes que vous pouvez scanner à gauche pour devenir membre et accéder à tous nos contenus. À droite, c'est si vous voulez recruter avec nous. Je vous laisse un petit peu les QR codes s'afficher. On est déjà 74. C'est cool. Donc Emmanuel, je pense que tu vas pouvoir démarrer et je te laisse partager ton écran. Ça marche. Bonjour à tous. Alors du coup, effectivement, comme l'a dit Pierre, petit sujet du jour, principe data pour un product management d'impact. Alors, juste pour revenir un petit peu sur l'historique, donc effectivement, là, j'ai monté Tada, histoire de créer mon propre petit chemin dans le product management récemment, avec une première volonté aussi, c'est d'aider à former, en fait, sur un product management orienté data. Donc c'est vraiment un peu l'objectif. Du coup, je suis super intéressée pour savoir toutes les problématiques que vous pourriez avoir. Donc n'hésitez pas à en parler, que ce soit au fur et à mesure de la présentation dans les commentaires. Ce serait super valuable pour moi d'avoir un petit peu plus de contexte sur vos problématiques. Du coup, on va démarrer. La première chose, c'est que on va partir sur des fondamentaux. En fait, quand on parle de data, on peut évidemment pas faire n'importe quoi, et donc on va nécessairement vouloir avoir quelques bases. La première chose, c'est que avec la data, il va falloir qu'on soit un petit peu rigoureux. Donc on va en fait découper les 4 fondamentaux que je vais vous expliquer là selon 10 principes. Et donc le premier, ça va être d'avoir un petit peu de rigueur sur ce que l'on fait. La seconde, ça va être de valider ses intuitions produits. Je ne vais pas être là pour vous dire que le produit, il faut oublier ses intuitions et uniquement se baser pour la data. Non. Par contre, la data, elle va vous servir pour justement valider ces intuitions et valider en fait votre démarche en tant que PM et aussi vous aider à justifier vos choix. Parce qu'on va souvent se retrouver dans des positions où on va être devant des comités de direction, devant des CPO, des VP, et on va vouloir défendre un petit peu nos idées. Et malheureusement, parfois, on n'a pas les outils pour les défendre.
Évidemment, derrière, il va falloir qu'on définisse des KPI pertinents. Donc là, je vais vous partager quelques petits tips que moi, j'utilise beaucoup et sur lesquels je trouve énormément de valeur au niveau du coup des suivis de mes produits. Et dernier petit point, éviter de dire des âneries. Alors ça, malheureusement, c'est quelque chose qui arrive bien plus souvent qu'on ne le croit. Je ne sais pas si vous connaissez, mais en développement, ce qu'on appelle par exemple les magic numbers, c'est un peu quand on regarde un code et on voit un x inférieur à 5, 5 il a débarqué comme ça, on ne sait pas trop comment, on ne sait pas d'où ça sort, on ne sait pas ce que c'est un magic number. Et bien en PM, c'est un peu la même chose, on se retrouve souvent à avoir des présentations où on va nous sortir des chiffres et on ne sait pas vraiment ce qu'il y a derrière, on ne sait pas vraiment comment c'est calculé, et en fait, quand on creuse un petit peu, on se rend compte que ce n'est pas forcément très pertinent. Voilà. Donc, on attaque et on démarre là-dessus. Donc, le premier point, d'être rigoureux dans la définition des métriques. Donc, vous n'êtes pas sans savoir que chaque individu a ses propres définitions. Et donc, évidemment, le point de vue de tout le monde est valable. Sauf qu'en product management, ça peut poser quelques problèmes. Donc, par exemple, si je prends un exemple très simple, qu'est-ce que c'est que le nombre d'utilisateurs actifs d'un produit? Et en fait, si je prends trois personnes différentes, trois personas, je vais avoir trois définitions différentes. Pour un développeur, ça va être finalement le compte des user ID dans sa base de données, très cartésien. Pour un sales, ça va être plutôt les clients payants du mois en cours. Et pour un PM, ça va peut-être être les utilisateurs qui sont connectés au produit les 3 derniers mois. Et ces trois définitions, elles sont justes pour chacune de ces trois personnes, mais elles vont nous donner des chiffres complètement différents. Pour la petite anecdote, je me suis déjà retrouvée dans une réunion avec à peu près une dizaine de personnes pour définir ce qu'était le churn au niveau de l'entreprise. On est ressorti de là avec plus de 12 définitions, dont certaines pouvaient même se décupler en fonction des produits. On est ressorti aussi avec une énorme migraine et une seule certitude qui était qu'en fait, on ne savait pas ce qu'on voulait. Donc, typiquement, c'est vraiment le premier truc ultra important quand on va traiter de la donnée, c'est-à-dire qu'on va forcément demander à des gens de nous calculer des choses. Il faut être extrêmement vigilant sur la manière dont on va définir et surtout définir à outrance tout ce qu'on va vouloir définir, tout ce qu'on va vouloir mesurer. Le deuxième point, ça va être les dashboards. On va avoir des dashboards produits. Donc là, j'ai pris 3 dashboards complètement au pif sur Internet. Ils sont beaux. Oh là là, c'est joli, il y a des petites couleurs, c'est élégant, ah, ça fait pro. C'est chouette. Et malheureusement, c'est pas super actionnable. Alors, pourquoi? Parce que tout simplement, si c'est pas moi qui les ai fait, les dashboards, que je regarde un petit peu ça, je vois des notions, mais j'ai pas de définition. Et en fait, la plupart des nos dashboards, ils vont ressembler à ça, malheureusement, ou peut-être en un peu moins joli, selon le soft qu'on a à disposition. Et on va oublier la manière dont ils sont calculés. Quand on va partir en vacances, quelqu'un d'autre va aller regarder le truc, il va probablement mal interpréter. Et donc, moi, il y a une chose que je recommande de faire abusivement, c'est d'utiliser les merveilleux petits champs de commentaires qui sont disponibles dans tous les outils qui vous permettent de faire des dashboards et qui permettent de documenter ça abusivement. Mais genre, il ne faut pas hésiter. Alors oui, c'est moins joli, ça va plutôt ressembler à un truc comme ça. C'est moins joli, mais quand on affiche des prix, savoir s'ils sont hors taxe ou TTC, c'est vachement important. Ça change tout. Quand on affiche des nouveaux utilisateurs, c'est quoi un nouvel utilisateur? C'est une création de compte ou c'est un utilisateur payant? Ce n'est pas la même chose. Et pareil, quand on va vouloir définir, ça c'est un cas que j'ai eu régulièrement, tout simplement, de découper nos clients en fonction du type d'entreprise dans laquelle ils sont. Est-ce que c'est des startups? Est-ce que c'est des clients individuels? Est-ce que c'est des entreprises? C'est quoi nos critères différenciants pour savoir qui est quoi? Et en fait, tout ça, si on ne le figure pas sur le dashboard, en fait, on va surinterpréter, on va mal interpréter ce qu'on regarde. Donc, certes, c'est un peu moins sexy, mais vraiment, c'est la clé pour qu'on ait des présentations claires et qu'on ne se perde pas dans ce qu'on est en train de regarder. Ensuite, je vous parler des intuitions de produits et je vous le répète, je ne vais pas vous dire de ne pas suivre vos intuitions. Par contre, les intuitions, ça peut se valider. Et malheureusement, beaucoup de gens l'ignorent, et notamment les PM. Vous allez avoir des données que vous allez avoir dans votre base de données à vous, dans vos bases de données de vos produits, qui vont être des données d'usage. Mais en fait, il y a des données auxquelles vous avez accès, qui sont sur Internet, qui sont soit libres, ce qu'on appelle les open data, soit qui vont être fournies par d'autres
d'autres entreprises ou par des projets open source sous forme d'API. Et ces données, vous pouvez y accéder, vous pouvez confirmer vos intuitions produits. Alors, je vais vous donner un petit exemple. Imaginons que vous êtes product manager sur un produit de livraison de nourriture à domicile. Vous avez l'intuition que quand il pleut dehors, quand il fait super froid, eh ben, les gens ont plus tendance à commander. Okay. Et donc, suite à ça, vous dire, bah ouais, mais du coup, j'aimerais bien pousser encore plus cet usage-là, peut-être créer des notifications, créer des features autour de cet usage. Mais vous allez vouloir quand même valider cette intuition-là avant de lancer tous ces développements. Et bien, vous avez des API disponibles sur Internet qui vous permettent de récupérer la météo des villes que vous voulez, tous à travers le monde. Et vous allez pouvoir récupérer ces données, les vérifier avec les mettre en corrélation en fait avec vos données produits, voir si oui ou non, effectivement, vous avez une hausse de consommation quand il fait 5 degrés ou quand il pleut. Et à partir de ça, vous avez une matière à donner à votre hiérarchie, que vous avez une justification pour dire, bah là, cette feature, je sais qu'elle est pertinente, je sais qu'elle est intéressante, et on va pouvoir actionner dessus. Et des données comme ça, vous en avez des tas. Donc si vous êtes dans l'IoT, vous allez pouvoir trouver des données de consommation électrique. Quand j'ai bossé sur des GPS, moi j'avais récupéré des données sur des points d'intérêt. Donc les points d'intérêt, ça va être les cafés, tous les commerces en fait qui vont être autour de vous et qui sont géolocalisés. Toutes ces données-là, vous allez pouvoir y accéder la plupart du temps gratos pour pouvoir au moins les corréler avec vos données. Et ensuite, si vous voulez aller plus loin, parfois il y a des API qui deviennent payantes au bout d'un certain usage et ça peut complètement justifier une intégration d'une API externe dans un de vos produits pour ajouter de la feature pertinente. Donc, abuser. Aujourd'hui, la donnée, il y en a absolument partout. Donc, il ne faut pas hésiter à ouvrir un petit peu ces chakras et dire, OK, qu'est-ce qui me serait utile là? Qu'est-ce que je pourrais récupérer comme données et qui pourrait apporter de la valeur à mon produit? Ensuite, petit point, le succès d'un produit et d'une feature, il faut penser à le mesurer et à le rendre mesurable avant de lancer le produit ou de lancer la feature. Ça paraît un petit peu évident comme ça de se dire bah, je vais rajouter dans mes specs, dans mes user stories que oui, il faut que ce soit mesurable, que la mesure c'est ça, ça, ça. Dans la réalité, en fait, on le fait rarement. Et on le fait rarement, et en général, on se dit après coup, mince, j'aurais bien fait de mesurer ça, et on veut le faire a posteriori, et au final, on ne le fait jamais. On ne le fait jamais pour une simple raison, c'est que, pour deux raisons en fait, une fois que un produit est lancé, plus personne n'a le temps pour rien. On se retrouve à être dans le rush, à gérer le run, à gérer les bugs, à gérer les demandes d'utilisateurs. Donc, on n'a pas franchement le temps de rajouter des mesures et des trackers à ce moment-là. Et puis, mine de rien, rajouter un tracker, c'est pas forcément anodin. Donc, en fait, si on n'y a pas pensé avant, on va se retrouver à vouloir rajouter quelque chose qui a un impact direct sur la manière dont on aurait implémenté la fonctionnalité. Et là, malheureusement, vous allez avoir une équipe de dev qui va risquer de faire un petit peu la tronche, et ils ont bien raison, parce que parfois, ça veut dire tout réécrire, refaire l'intégralité de la fonctionnalité. Et donc ça, évidemment, bah, ça fait plaisir à personne. Et ça nous fait perdre du temps, et en général, du coup, on ne le fait pas. Donc une fonctionnalité, on a envie de pouvoir la mesurer, de mesurer son succès, et on le prévoit avant. Une chose aussi, c'est que le but, c'est de mesurer le succès d'une feature, il ne faut pas avoir peur du fait qu'elle n'atteigne pas son succès. Si une feature rate, si personne ne s'en sert, eh ben, c'est pas grave, mais au moins on a quelque chose sur lequel agir, on sait le mesurer, et on sait potentiellement analyser pourquoi, et agir derrière. Maintenant, sur la partie des KPI. Une petite seconde, je vais boire un petit peu d'eau. Il y a un indicateur que moi j'utilise énormément, que j'appelle le lifetime. Et en fait, cette mesure, elle peut se décupler en fonction de ce qu'on souhaite mesurer, mais en gros, c'est la durée de vie. C'est depuis combien de temps il y a quelque chose qui existe dans mon produit. Depuis combien de temps je suis connecté à mon produit.
Depuis combien de temps un panier a des articles dedans sans être validé? Euh, ou même depuis combien de temps un utilisateur est chez moi, enfin, depuis combien de temps il utilise mon produit? Et, truc vachement intéressant, depuis combien de temps un utilisateur est chez moi avant qu'il churn? Est-ce que c'est un mec a testé mon produit pendant 2 semaines, pendant 2 mois, pendant 6 ans? Et en fait, c'est une variable qui va vraiment nous donner une indication non pas sur est-ce que mon produit est utilisé, mais sur comment il est utilisé. Et ça va nous permettre aussi de différencier beaucoup nos différents personas et du coup d'adapter nos actions. Et ça peut vraiment se découpler sur vraiment énormément de choses, que ce soit sur l'usage de vos features, l'usage des produits, les temps de connexion. Euh, vraiment, c'est quelque chose que je recommande vivement. Et donc ça, pour le traquer, c'est relativement simple. Il nécessite juste, entre guillemets, d'avoir finalement une date de début, une date de fin d'activité. Et en parallèle de ça, euh, c'est très puissant quand on utilise avec des percentiles. Donc quand on veut suivre notre produit au quotidien, et donc de semaine en semaine ou de mois en mois, de l'utiliser conjointement avec les percentiles. Alors, je ne sais pas si les gens sont particulièrement friands des percentiles ou s'ils savent vraiment ce que c'est. Je les vois extrêmement rarement dans des dashboards de PM. Il m'arrive de voir la médiane. Donc, la médiane, c'est le 50e percentile. En gros, la médiane, je prends un KPI, j'ai une valeur. Donc cette valeur médiane, ça veut dire que j'ai 50% de ma population qui est en dessous de cette valeur, 50% qui est au-dessus de cette valeur. Et bien les percentiles, en fait, il n'y a pas que la médiane, il y en a 100, donc de 0 à 100 à 99%, de 1 à 99%, du coup il y en a 99. Ça nous découpe nos utilisateurs en 100 parts égales. Donc ça veut dire qu'en gros, avec ça, on va pouvoir analyser nos tendances de marché. On va pouvoir voir, quand on va découper nos utilisateurs selon différents percentiles sur nos usages, on va pouvoir suivre une tendance. Si, par exemple, je prends l'exemple là du temps passé à regarder une vidéo. Donc on imagine qu'on est par exemple sur YouTube, on va regarder des vidéos. Et on va pas forcément regarder toute la vidéo. On va peut-être regarder 30 minutes sur 1 heure ou 10 minutes sur une vidéo de 20 minutes. Peu importe. Mais le temps global passé à regarder de la vidéo. Vraiment, c'est ça qui va être intéressant là, c'est de se dire ben, combien, et ça c'est du lifetime du coup, hein, combien de temps je passe à regarder la vidéo. Et on va pouvoir voir au fur et à mesure des mois si on a une population grandissante de nos usages, de nos utilisateurs, qui va peut-être regarder des vidéos de plus en plus courtes ou des vidéos de plus en plus longues. Et en fait, ça va nous définir des patterns. Ça va nous permettre de suivre les tendances du marché, de suivre les évolutions de comportement de nos utilisateurs. Et ça va aussi nous permettre de révéler des comportements un peu bizarres, sur lesquels on est plutôt surpris en tant que PM, des choses auxquelles on ne s'attendait pas. Donc on peut très bien se retrouver, et moi ça a été mon cas, avec justement une mesure en lifetime représentée en percentile, avec une valeur par mois. Et, et par exemple, c'est révélé que si je transforme ça sur l'exemple de la vidéo, c'est un petit peu plus parlant, et ben, que les utilisateurs, j'avais quand même 40% de mes usages qui, au fur et à mesure, regardaient des vidéos de plus en plus courtes, mais genre vraiment, vraiment de plus en plus courtes, et jusqu'à représenter une masse non négligeable des usages du produit. Et on se dit, mais pourquoi? Qu'est-ce qu'ils font ces gens-là? Pourquoi ils ont cet usage-là? Donc ça va nous donner un premier insight, ça va être de déjà segmenter nos utilisateurs et se dire, ok, ceux-là, je vais aller les voir et je vais aller analyser un petit peu ce qui se passe. Et je vais aller leur demander, tout simplement. Donc ça va nous permettre vraiment de cibler les problématiques et potentiellement, du coup, toujours la même chose, hein. Le but de la data derrière, c'est d'actionner. Ça va être d'analyser un comportement, de le comprendre et ensuite de le transformer en valeur. Et alors, je vais passer sur la dernière partie où il y a plusieurs points sur le fait d'éviter de dire des âneries. Alors là, malheureusement, on va pouvoir blâmer un petit peu notre système peut-être scolaire en partie. Je ne sais pas si vous vous rappelez quand vous étiez à l'école,
au collège, au lycée, comment on calcule la moyenne de la classe. Donc là, je vous ai mis un petit exemple tout simple. Donc j'ai 3 étudiants A, B, C, et puis ils ont fait 4 contrôles, 4 examens. Et puis bon, ils n'ont pas forcément été présents à chaque. Ok, donc j'ai des données qui sont manquantes, ce qui est, on va dire, assez classique, hein. Donc à l'école, moi, ce qu'on faisait, hein, euh, c'est qu'on prenait ça horizontalement, qu'on prenait les élèves, on calculait la moyenne de chaque élève, et, euh, et ensuite on faisait la moyenne de ces moyennes-là, et on faisait la moyenne de la classe. Alors il y a une autre manière de faire, qui est de prendre ça verticalement. Donc je prends plutôt les tests, les examens, et je fais la moyenne sur chaque examen, et je fais la moyenne de ces moyennes-là. Et là, j'obtiens 11,92. Précédemment, j'avais 11,27. Déjà, j'ai 2 résultats différents. Puis il y a une troisième manière de faire, qui est de prendre toutes les notes de tous nos contrôles et de faire la moyenne de l'ensemble de ces notes-là. Et là, j'ai 11,66. Donc là, j'ai calculé la moyenne de 3 manières différentes et j'ai 3 résultats différents. On peut se rendre compte que ça pose un petit problème si on veut quelque chose de pertinent. La raison pour laquelle on a ça, c'est parce qu'en fait, on a des trous dans les données. Donc on a des élèves qui ont été absents. Si jamais j'avais des notes dans absolument toutes les cases, j'aurais eu 3 fois le même résultat. Et c'est souvent pour ça qu'en fait qu'on fait l'erreur, parce qu'on se dit, bah non, ça revient exactement au même. Donc, en réalité, la seule notion qui est fiable, c'est de faire la moyenne, d'appliquer la moyenne sur les données brutes, donc uniquement sur les notes. On ne fait pas des moyennes de quelque chose. Alors, en product management, on va dire, bah ouais, mais moi, je sais pas, je vois pas, en fait, j'ai des données tout le temps. Alors, c'est principalement faux, tout simplement parce que vos données, elles vont être dans le temps. Donc, vous allez avoir des données utilisateurs et vous allez avoir peut-être une valeur par mois. Par exemple, le panier d'un utilisateur, on va dire qui achète tous les mois, ou un abonnement. Voilà, il a un abonnement et puis tous les mois, il paye son abonnement. Moi, j'ai un utilisateur qui est là depuis 3 mois, donc il va avoir 3 données. J'ai un utilisateur qui est là depuis 2 ans, il va en avoir 24. Et je vais vouloir comparer le panier moyen de mes utilisateurs. Et là, on se retrouve souvent à avoir des PM qui prennent bah, le panier moyen de chaque utilisateur, donc ils font la moyenne, comme on l'a fait au tout début avec les élèves. Et puis ensuite, on réapplique la moyenne dessus pour avoir notre panier moyen. Et là, bah, on se retrouve avec un énorme biais, parce qu'on a non pas un échantillon de 3 données, non, on en a beaucoup plus. On a l'ensemble de notre base utilisateur. Et donc là, on se retrouve avec un différentiel qui est énorme. Et finalement, on dit un petit peu n'importe quoi et on ne sait plus. On donnait un ARPAC et c'est pas le bon. Deuxième chose, qui là est un peu aussi très spécifique au côté du product management, on n'utilise pas d'échantillons représentatifs. Donc, quand on va vouloir définir une mesure, faire un sondage, faire des interviews utilisateurs, on va poser un certain nombre de questions et on va vouloir se dire, bah tiens, bah, du coup, j'ai tant pour cent de mes utilisateurs qui ont répondu ça, du coup, j'en fais une vérité absolue, je présente ça comme chiffre et je valide mes décisions produits basées sur ce chiffre-là. Sauf qu'en fait, eh ben, un échantillon représentatif, ça se calcule. Et en fonction de la population qu'on a, donc la taille de le nombre d'utilisateurs au total qu'on a, et de la marge d'erreur qu'on est prêt à accepter, ben, en fait, il va nous falloir un certain nombre de réponses à notre sondage ou à nos interviews. Alors, petit exemple, donc ça c'est la formule, elle est magnifique. Mais petit exemple, si j'ai un produit où j'ai 4000 utilisateurs, je vais être assez sûr de ce que je fais, donc je prends une marge d'erreur de 5%. L'écart type, je sors un petit peu de là. En gros, ce que ça représente à quel point mes utilisateurs ils vont être d'accord sur leur réponse. Donc par défaut, on peut très bien prendre une valeur au milieu si on n'en a aucune idée, donc c'est ce qu'on va faire. Et on a une autre variable qui est le degré de confiance. On va dire qu'on veut quelque chose, on est assez confiant de ce qu'on va raconter. Bah, degré de confiance 95%, 5% de marge d'erreur. Et sur mes 4000 utilisateurs, combien il me faut de résultats? Ben, avec ça, il nous faut 351 résultats. C'est beaucoup. Alors évidemment,
en tant que PM, vous n'allez pas faire 351 interviews utilisateurs pour répondre à une question ou pour baser votre pricing. Euh, Par contre, l'intérêt pour lequel je vous parle de ça, c'est en fait de faire super attention à ne pas faire de généralité sur les interviews utilisateurs. Les sondages, ça veut donner beaucoup plus de données quantitatives. Donc déjà, c'est un petit peu plus pertinent pour certaines mesures. Donc quand vous allez vouloir demander un chiffre, demander un pricing, demander euh, c'est tout ce qui vous passe par la tête, tout ce dont vous avez besoin, hein, c'est pas, Et les interviews utilisateurs, ça vous permet en fait d'aller cibler un petit peu ce qui se passe, d'aller mieux comprendre, d'aller mettre des mots sur ce comportement. Mais si vous voulez quelque chose de représentatif, vous pouvez le calculer. Alors, en règle générale, on va pas vous... si vous allez essayer de jouer avec la marge d'erreur que vous acceptez et, euh, et d'essayer de déterminer combien d'utilisateurs il vous faut, etc., vous allez un peu au coin de la tête et ça va un peu être désespérant. Ce que je vous conseille de faire, c'est de faire un petit peu l'inverse, c'est de vous dire, bon, vous envoyez vos questions, vous avez peut-être 40 réponses, 50 réponses, je sais pas. Et à partir du nombre de réponses que vous avez, vous faites un petit peu l'inverse et vous calculez la marge d'erreur. Et comme ça, vous êtes capable de dire, bon, là, j'ai eu un certain nombre de réponses, donc j'ai 40% de mes utilisateurs qui m'ont dit ça, qui m'ont dit A. Donc, ça veut dire qu'en vrai, avec 5% de marge d'erreur, j'ai entre 35 et 45%. Ça vous donne finalement une fourchette d'erreur sur ce que vous allez donner comme chiffre. Donc, ce que vous pouvez faire, c'est vous savez combien vous avez eu de réponses, euh, vous calculez votre marge d'erreur, et comme ça, vous savez si oui ou non c'est pertinent comme résultat ou pas. Si vous avez une marge d'erreur de 20%, vous n'allez pas pouvoir faire grand-chose avec vos data. Alors, j'en ai bientôt terminé. Évidemment, on ne va pas vous demander d'être expert SQL, d'être data scientist. Vous êtes PM, restez PM. Il y a des tas de gens qui font les choses bien mieux que vous sur d'autres domaines. Trouvez-les et entourez-vous des bonnes personnes. Vous n'allez pas pouvoir créer tous vos dashboards de A à Z tout seul. Vous n'allez pas pouvoir créer vos requêtes tout seul. Il y a tout un tas de choses. Si vous avez besoin d'analyser vos données et de faire un petit peu d'IA dessus, vous n'allez pas le faire tout seul. Trouvez les bonnes personnes. Vous avez des équipes de dev. Vous avez peut-être, si vous êtes chanceux, des équipes qui travaillent un peu plus dans la data. En s'entourant des bonnes personnes, trouvez le moyen de communication qui va bien entre vous, vous allez pouvoir vraiment actionner ces données et créer tous les dashboards et les visualisations dont vous allez avoir besoin. N'essayez pas de tout faire tout seul, parce que vous n'y arriverez pas. Ce ne sera pas possible. Et c'est normal. Personne n'est Superman. Et petit dernier point, la data, ça a un effet, ça fait un effet un peu lourd quand on a la tête dedans. On a les idées qui fusent, on part un petit peu dans tous les sens, et malheureusement, on a le syndrome, ce que j'appelle le syndrome de l'amnésie dans la cuisine, le fameux syndrome où vous arrivez dans la cuisine et vous savez plus ce que vous êtes venu y faire. Et vous ressortez de là, et finalement, vous avez toujours soif, mais vous avez oublié que vous vouliez un verre d'eau. La data, c'est pareil. Quand on commence à la regarder, on pense à plein de trucs, et on oublie complètement, ce pourquoi on l'a regardé au départ. On oublie ce qu'on est venu chercher, on oublie ce qu'on voulait mesurer. On commence à s'embrouiller les idées sur les définitions du nombre d'utilisateurs, sur plein de choses. Donc, la manière la plus simple de le faire, c'est pas de noter que vous avez besoin d'un verre d'eau, mais c'est de noter ce que vous allez vouloir chercher dans vos données et la raison pour laquelle vous allez sur votre dashboard ce matin. Aujourd'hui, je veux regarder telle valeur. Je veux suivre le comportement sur telle mesure. Ou je veux poser la question, tiens, je veux répondre à la question, euh, quel est le churn sur ma partie spécifique d'utilisation sur le mois en cours. On définit au maximum et on y regarde à tête reposée. Quand on a la tête fracassée et une grosse migraine, c'est pas le moment de regarder ces dashboards. Jamais. Même quand on fait ça toute la journée. Alors, du coup, je finis là-dessus. Un petit rappel du coup des 10 principes que je viens de vous expliquer. Précision dans la définition, franchement, c'est vraiment le point numéro un.
La documentation des dashboards, on n'en fait vraiment pas assez. Imaginez, de toute façon, vous n'êtes pas tout le temps là, vous n'êtes pas tout le temps présent, vous êtes parfois en vacances, vous êtes parfois malade. Il faut que les gens puissent actionner et comprendre ce qui se passe sur les produits, même quand vous n'êtes pas là pour les traduire. Et même quand vous revenez de vacances, parfois, vous ne savez plus vraiment ce que vous regardez. Utilisez la data où elle est. Il y en a plein, partout. Aujourd'hui, tout est data, il y en a beaucoup en open source. Regardez ça. Mesurer les choses avant de les lancer. Les lifetime, vraiment, c'est une mesure qui, c'est du pain béni. Ça vous permet vraiment de traquer l'usage de vos produits et de vos features. Avec les percentiles, c'est vraiment génial pour mesurer les tendances marché. Et puis, attention aux petites bêtises mathématiques qu'on a tous tendance à faire. Et on prend un peu de recul sur tout ça. Merci beaucoup, Emmanuel. Alors, je ne sais pas si ouais, vous m'entendez tous bien. Oui. Top. Eh bien, écoute, franchement, merci. C'était super. Et je pense que ça a fait du bien à beaucoup de monde, notamment les petits rappels sur des maths, hein, finalement, de la statistique. Mais effectivement, on n'est pas à l'abri de commettre des erreurs, surtout quand ça commence un peu à remonter ces sujets-là. Je me permets aussi de rebondir parce que je le sens un peu arriver. Pas mal de gens qui sont dans des petites boîtes avec des petites équipes et justement le côté je veux tout faire tout seul et c'est un vrai risque, disons. Je peux aussi vous conseiller de vous rapprocher de votre équipe de dev. J'en avais parlé avec un lead PM d'une toute petite boîte assez récemment. Se synchroniser juste avec un dev qui aime bien les sujets data pour qu'il lui sorte un petit dashboard de manière hebdomadaire. Mais voilà, sans avoir des data analysts, des data scientists dédiés, il y a toujours moyen aussi d'aller utiliser de la donnée. Et également le fait de penser aux données exogènes, ça, je trouve que c'est un super conseil. On va prendre vos questions. N'hésitez pas dans le chat, on va essayer de les centraliser. Je peux également vous donner la parole. Alors, j'ai Adeline qui nous a fait une petite réflexion, qui aimerait poser sa question. Est-ce que, Adeline, tu veux qu'on te donne la parole? Je veux bien, volontiers, merci. Très bien, Bonjour, on t'entend. merci pour la présentation, c'était très intéressant. Ouais, moi pour l'instant, je suis du coup seule data analyst pour une équipe de 60 et du coup, j'ai une vision un peu transverse et produits et data et du coup, je suis un petit peu en charge de définir les KPI, un peu choisir et présenter la bonne définition de ce KPI, qu'est-ce que c'est le bon, qu'est-ce que c'est qu'un utilisateur, etc. Mettre en place les flux de données, vérifier que les données, enfin voilà, enfin, tout le process data, quoi, nettoyer la donnée et puis présenter les dashboards. Parfois, je tombe un peu à côté. Le dashboard n'est pas forcément utilisé parce qu'il n'est pas présenté de la bonne manière. Parfois, on revient vers moi avec, et en fait, on voulait une autre définition du KPI. Et je voulais savoir comment accompagner, en fait, sans prendre trop de temps, parce que c'est un peu ça le souci, c'est que les gens autour ont des demandes, mais n'ont pas forcément le temps ni la connaissance pour définir eux-mêmes les choses, comment les accompagner pour qu'ils m'aident, en fait, sur tout ça, sur la définition, le calcul correct et la présentation des dashboards, surtout. Alors, je pense que effectivement, de toute façon, tu mets le point dessus. Le point principal, c'est la définition. De savoir que quelque chose est suffisamment clair et qu'en gros, si on donne une définition à trois personnes différentes, ils vont nous sortir le même chiffre. Tout l'enjeu, il est là. Euh, Quand tu as des gens qui n'ont pas forcément effectivement l'habitude de poser leur requête ou qui ne savent pas forcément où aller, euh, pour gagner du temps, moi, ce que je mettrais, ce serait vraiment de mettre le point un peu là où ça fait mal et d'aller sur des exemples. Genre des exemples concrets que tu peux avoir dans ton quotidien en disant, bah, là, on m'a donné cette définition-là. Et en fait, de toutes les questions que tu peux te poser derrière en disant, bah, ça, c'est quoi? Ça veut dire quoi? Sur quelle temporalité? Sur quel truc? Pour montrer à quel point, en fait, il manque de l'information. Euh, Évidemment, tu vas pas faire ça à chaque demande. Non, parce que oui, c'est un peu Parce que là, infini. sinon, t'en as pour, voilà, tu ne fais plus que ça. Mais de prendre quelques exemples qui sont concrets et de les transmettre, en fait, pour en fait, les aider à comprendre ce dont toi, tu as besoin. Mm. Et ouais, parce que parfois j'ai l'impression de partir trop dans le détail. En fait, l'écart entre les chiffres est pas si grand. Donc je me dis, bon, allez, on part sur cette définition, je la mets. En tant que data analyst, c'est un petit peu dur aussi parfois de ne pas être dans la précision. Mais en tant que PM, peut-être que la précision n'est pas forcément
si importante, si on parle de Attention, 5% tu vas pas te d'écart. faire des amis, Adeline. Je sais pas, c'est la question que je me pose. Bah, le C'est truc, ce c'est que je qu'en fait, ressens de mon côté. pour mesurer la précision, le problème, c'est qu'il faudrait que tu aies la bonne mesure et la mauvaise pour te rendre compte de l'écart. Savoir si oui ou non c'est un problème. Et Oui, je peux avoir les deux chiffres des deux façons de calculer en tout cas. Mais voilà, donc Et du coup, des fois, tu peux te dire, bon, c'est peut-être pas très précis parce que j'ai fait des petits raccourcis. mm, Et en fait, si ça se trouve, si tu faisais pas les raccourcis, la différence, elle serait énorme. Donc, tu peux difficilement te baser là-dessus. et j'aurais tendance à dire que même un petit écart, alors après ça dépend du produit, mais sur des larges volumes, hein, ça peut représenter des montants assez conséquents. Euh, Ouais. mm. le, Oui, le ça dépend de conseil, quel chiffre on parle, ouais. si je peux me permettre, Adeline, c'est un petit peu le même problème que je vois dans certaines boîtes côté produit, avec des remontées de besoins qui sont faites un petit peu n'importe comment, un petit peu dans tous les sens. Ce serait finalement comme te l'a dit Emmanuel, de bien te faire un petit framework finalement et de pas accepter des demandes qui soient pas, qui rentrent pas très bien dans ce cadre, avec toutes les infos dont tu as besoin. Ce que tu pourrais faire, c'est faire, le faire un peu en mode dev. Tu prépares un template, en fait. Simplement, Mm. un template de demande de métrique. Ouais, c'est peut-être un peu... mais Un peu rêche. c'est... Ouais, On va essayer de avec juste prendre une une autre phrase petite. Oui, allez-y. d'explication qu'il peut y avoir derrière, tu peux pas vraiment... tu peux pas faire grand-chose. Enfin, ou sinon, si, Mm, tu peux faire 15 métriques différentes. Euh, mais le problème, c'est qu'il va falloir à un moment réussir à cadrer les demandes. mm. Ok, non mais oui, c'est clair. Le cadre est important. Ok, alors je suis en train de regarder s'il y a d'autres questions. Il y a eu beaucoup d'échanges dans le chat, alors pas mal de réflexions, disons, pas forcément de questions. Est-ce que quelqu'un souhaiterait, alors Pascal aussi, si tu veux prendre la parole, parce que je sais que les sujets data, t'y as beaucoup touché chez Mano Mano. Je ne sais pas si tu avais envie de prendre la parole, Pascal. Bah ouais, avec plaisir. C'est surtout pour dire la différence entre quand on gère un produit qui est digital ou aussi quand on gère un produit qui est en post-market fit ou pré-market fit. À partir du moment où vous commencez à avoir du volume et surtout à partir du moment où il y a des gens en marketing et s'ils ne dépendent pas de leur gars produit qui commencent à dépenser des sous pour faire venir des utilisateurs vers les sous, vers l'expérience, c'est extrêmement important pour le product manager pour qu'il puisse avoir de l'influence de connaître et de maîtriser les mêmes data que les gens qui dépensent des sous justement pour acheter du trafic. Et c'est là où je pense que les product managers ont une immense opportunité de créer des liens et des ponts de collaboration. C'est, en tout cas dans le digital, où quand on commence à avoir beaucoup de trafic ou dans les corps, avec les gens du marketing, parce que c'est là où les skills data sont les plus développés. Alors, les data scientists, ils ont énormément de skills, ça c'est sûr, ils sont très développés, ils peuvent aider sur l'inférence statistique. Mais lorsqu'il s'agit de comprendre le langage commun pour collaborer dans une organisation où il n'y a pas que des PM, il faut aller voir les gens du marketing. Pas tout de suite les gens de la finance, ça arrive aussi, mais comme vous gérez des utilisateurs, allez voir les gens du marketing. C'est parce que souvent les KPI sont déjà bien définis et quand on reprend les codes qui sont les codes utilisés par les gens du CODIR et du COMEX, on a beaucoup plus d'influence et on arrive beaucoup plus à les convaincre avec ça. Je mettrais quand même un petit warning là-dessus pour l'avoir vécu. Des fois, les gens du marketing ne savent pas non plus comment sont mesurés leurs KPI. Et on a des COMEX qui se basent sur des choses, derrière, en fait, on ne sait pas comment c'est calculé et c'est une vraie bataille pour les retrouver. Alors, tu as tout à fait raison, ça c'est vrai. C'est pour ça que l'autre conseil, c'est d'aller voir les gens de l'équipe tracking. Et c'est eux qui sont les garants de la data et de la gouvernance. Le problème, c'est est-ce qu'ils sont dans son organisation? Est-ce que le tracking est géré par une agence externe? Est-ce que c'est géré par un dev qui se débrouille comme il peut? Et donc, du coup, data gouvernance, data hygiène, c'est un vrai problème. Et on sait ensuite à tous de le prendre. Mais le problème, c'est que quand on passe au-delà de 4 PM ou 5, ces règles opérationnelles, on ne les sait plus, quoi. Et dans le cas d'Adeline, c'est difficile, je reconnais ça. Nous aussi, chez Mano Mano, il y avait des enjeux sur les KPI qui n'étaient pas forcément les mêmes. Et surtout, les PM parfois utilisaient un KPI, genre uniquement la conversion ou le business, mais ça ne suffit pas, ce n'est pas le bon KPI. Pourquoi? Parce que dans une boîte comme Mano Mano, 50% du trafic vient de Google Shopping. Chaque visite, on la paye. Et donc, entre les visiteurs qui viennent de Google Shopping et les visiteurs qui viennent chez Mano Mano en direct, ceux qui viennent en direct convertissent 4 fois plus que les autres.
Donc, quand on fait une expérience, un produit, et qu'on l'A/B teste, et que derrière, dans les résultats, on ne regarde pas la différence entre ceux qui viennent de Google Shopping et ceux qui viennent Total, on passe complètement à côté d'insight produit. Et la définition des KPI, elle est ultra, ultra importante et elle est très context dependent. Quand on est, par exemple, quand on achète du trafic, il faut regarder au niveau de la visite. Quand on est en abonnement, en subscription, on regarde la lifetime value. C'est toujours ça. Et voilà. J'arrête, mais sur le côté être capable de décomposer les chiffres, comprendre les méthodos. Une des meilleures méthodes que je connais, c'est le goal tree. Si on parle genre du revenu et on décompose. Le revenu, c'est quoi? Bah, c'est les visites fois le revenu par visite. Le revenu par visite, c'est quoi? C'est la conversion fois le panier moyen, etc., etc. Et quand on a un arbre de KPI, on peut avoir un arbre de décision. Ouais, les arborescences, tu as raison Fiona, c'est exactement ça. Merci beaucoup Pascal, franchement super intervention. On avait aussi alors deux autres questions, c'est plus des recommandations, disons, Emmanuel. Il y a Lauriane qui demande est-ce que tu aurais des recommandations pour se former justement sur la data en tant que product manager, sans passer directement à des formations payantes, des sites, des articles à conseiller? Premier truc que je peux te conseiller, c'est d'aller sur mon site, sur tada.pm. En fait, tu peux télécharger le livre blanc que j'ai fait là récemment sur l'analyse de données pour les product managers. Il y a une soixantaine de pages. Je dirais que c'est un début de lecture, 60 pages. Ça reprend les bases sur tous les concepts techniques dont tu as besoin pour comprendre, pour déjà un petit peu mieux interagir avec les équipes de développement et les équipes data, et puis comprendre ce que tu peux faire avec la donnée. Euh, voilà, une première chose. Ensuite, en ressources, très honnêtement, en ressources très orientées product management des data, je ne vais pas penser à autre chose là tout de suite, parce que j'en ai pas vu beaucoup. Mais je pense que ça peut te faire déjà Et une... Emmanuel, d'ailleurs, j'en profite. Est-ce que tu voudrais prendre les quelques minutes qui nous restent justement pour nous parler un petit peu de tada.pm? Ouais, donc tout à fait. Tada, en fait, ça vient du constat euh, que, euh, que dans le monde du product management, avoir des métriques produits, c'est souvent la galère, tout simplement. Ça vient de ce constat-là. Euh, et pourtant, quand on prend le temps de vraiment bien le faire, on se retrouve avec des choses qui sont super actionnables et une vraie valeur ajoutée à apporter à nos produits. Donc le conseil était là. J'ai eu envie de prendre plus de temps pour me consacrer à ça et essayer de prêcher, on va dire, la bonne parole. Et encore une fois, sans dédouaner les intuitions produits. Parce qu'un PM, ça connaît son marché et ça sait où il va et ça, en général, de bonnes intuitions. On a aussi des mauvaises, euh, mais aussi des bonnes. Euh, L'objectif, c'est vraiment de pouvoir justifier les décisions et de prendre des décisions éclairées, en fait, tout simplement. Donc le constat était là. Suite à ce constat, je me décide de me lancer et du coup de créer Tada, euh, avec voilà, comme but principal de pouvoir créer de la formation, que ce soit des formations en ligne ou des formations présentielles, et que ce soit en product management, puis ensuite en product management vraiment orienté data avec plusieurs niveaux de technicité, hein. Parce que bon, on n'a pas forcément euh, tous envie et besoin de tout faire soi-même. Mais parfois, on veut quand même pouvoir mettre les mains dans le cambouis. Donc voilà, donc je veux pouvoir avoir vraiment tous les niveaux de complexité sur les offres de formation que je veux faire. Donc c'est principalement sur ce sujet-là que je travaille, d'où le livre blanc, en fait, qui est vraiment sur ce sujet global. Et voilà. Tada, c'est prêcher la bonne parole de la data chez les PM. Mais data.pm, c'était déjà pris. Non, mais c'est bien trouvé, effectivement, le petit anagramme. Écoutez, merci à tous. N'hésitez pas à ajouter Emmanuel sur LinkedIn, à nous ajouter d'ailleurs tous sur LinkedIn, hein, pour continuer ces échanges et ces discussions. Moi, je ne vous reverrai pas avant l'an prochain. Je vous souhaite à tous des très bonnes fêtes de fin d'année.
Et merci encore, Emmanuel, pour ton temps aujourd'hui. Merci à vous.